Hello, hello, bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue sur ma page et sur ma chaîne Gaïa Anzar. Je voulais vous produire un contenu express. Vous êtes quelques-uns, depuis quelques jours, je regarde, je constate, à émettre des commentaires sur le «Et vous, que feriez-vous?» que j'avais publié via le format short l'année dernière. Donc, «Et vous, que feriez-vous?» c'est inspiré de ce que je vis, de ce que je découvre en consultation avec vous. Donc ça fait partie un petit peu de vos histoires et de vos dilemmes et de l'ensemble des problématiques assez complexes en termes d'éthique, de morale et au niveau affectif à traiter. Donc, et vous, que feriez-vous face à une situation complexe qui, de manière rhétorique et sur le papier, en théorie, semble assez facile à traiter, mais qui, lorsque l'on met en contraste avec la confrontation à la réalité de nos émotions et de notre psychologie, devient très difficile à traiter. Donc, et vous, que feriez-vous face à ces situations complexes que nous pouvons tous, à un moment donné, traverser, et ce, peu importe notre caractère, notre personnalité et nos croyances, nos convictions. Et ça, je pense que c'est super important parce que je trouvais que ça permettait d'inciter à la tolérance. Voilà, parce que tant qu'on ne vit pas une situation, on ne peut pas s'en faire une idée parfaitement précise et précisément parfaite. Donc c'est important d'échanger et de rester tolérant, ouvert d'esprit, de tenir compte de votre singularité, de tenir compte de votre personnalité pour donner des conseils que l'on espère les plus appropriés et adéquats. Lorsque vous êtes bloqué dans des relations, dans des situations toxiques, soit parce que la personne en face de vous est clairement malveillante et ou en carence d'empathie, ça signifie que le comportement de cette personne génère des nuisances et des préjudices dans votre bien-être, ou alors vous êtes tout simplement dans une situation, sans parler de réel comportement de l'autre, où vous êtes au contact de cette personne dans un état de mal-être. Peu importe si ça vient des deux, si ça vient de l'autre, si ça vient de vous, parce que toutes les situations peuvent être complexes, parce qu'on a des souffrances, parce qu'on a des traumas, des blessures. Parfois, on accueille mal les intentions des autres lorsqu'elles ne sont pas faciles. Parfois, on tombe mal dans la vie. On peut tomber sur des profils ravageurs pour soi. Donc, il y a vraiment des cas de figure assez particuliers et c'est compliqué de formuler une idée type et une opinion type d'une situation en théorie et en rhétorique. Donc, dans les vous feriez quoi, vous on avait ce cas de figure donc de la personnalité toxique et de la personne qui n'arrivait pas à couper. Donc moi j'ai eu effectivement en consultation beaucoup de cas de figure qui m'enrichissent humainement et qui me touchent aussi humainement profondément et qui font travailler mon humilité. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas tout blanc tout noir. Ce qui est valable pour l'un ne l'est pas pour l'autre. En revanche, on peut effectivement orienter des conseils qui, eux, peuvent s'appliquer au plus grand nombre. Donc, en matière d'éthique, de morale et en matière aussi de mindset. Notamment, l'idée de ne pas reposer toutes ces décisions sur le confort et sur le plaisir immédiat. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque l'on est mal, et j'ai beaucoup apprécié ce commentaire parce qu'il est très juste, quand on est mal, qu'on est en mal-être, qu'on est en souffrance, lorsque nous sommes dans une phase de notre vie où on ne se sent pas bien pour une raison ou pour une autre, on manque d'envie, on manque de désir, on manque de plaisir, on manque de sens et on manque d'élan. D'où la nécessité et l'utilité de s'imposer des contraintes nécessaires. Quand vous êtes déprimé, vous n'avez pas envie d'aller faire la fête. Quand vous êtes déprimé, vous n'avez pas envie de faire du sport. Pour autant, tout ce qui va vous permettre d'aller mieux, c'est tout ce que vous n'aurez pas envie de faire dans l'instant où vous vivrez votre souffrance. Lorsqu'on n'est pas bien, on incarne un état d'être où l'on peut manquer et de prise de recul parce qu'on est focalisé sur ses ressentis négatifs, ce qui nous empêche quelque part de prendre de la hauteur. Imaginez un petit peu on va dire cette situation où vous avez une personne collée à vous. C'est-à-dire que quand vous avez le visage de quelqu'un qui est comme ça, près du vôtre, que vous avez le nez contre le nez, les yeux contre les yeux, vous êtes dans l'incapacité d'observer tout ce qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que votre hyperfocalisation du visage va vous empêcher d'observer le reste. Au niveau psychologique, émotionnel, c'est le même principe. Quand votre attention surinvestit une source d'attention, elle va forcément par voie de fait désinvestir les autres. Et c'est un petit peu ce qui se passe au niveau affectif lorsque vous vibrez extrêmement puissamment des émotions, des sentiments pour quelqu'un, vous avez tendance à désinvestir les autres sources émotionnelles. Je ne dis pas que c'est le cas de manière permanente, je dis simplement qu'on ne peut pas être et avoir été. On ne peut pas être simultanément en deux endroits. Ça, c'est pas possible.
Et la théorie des 2 pointes, ça ne s'applique pas chez nous. Donc, on va parler d'un point de vue très rationnel que lorsque vous avez quelqu'un à l'esprit, de manière très, très puissante et forte, ça a tendance à vous monopoliser. Ça veut dire que ça devient un monopole dans votre territoire personnel. Et ça, si vous voulez, pour quelque part éviter de trop subir ça, il faut comprendre quelques éléments clés. Le premier élément clé, c'est qu'on ne travaille pas la relation à l'autre directement en travaillant la relation à l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est apporter des alternatives pour désamorcer la charge émotionnelle et traiter l'insurgence. Première chose. Deuxième chose, on travaille la relation à soi, c'est-à-dire qu'est-ce que représente pour nous cette personne? Que représentent nos sentiments pour nous vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce que cette personne fait naître en moi? Pourquoi j'accorde autant d'importance à ma vie sentimentale? Pourquoi le rapport que j'ai avec une personne déséquilibre l'ensemble de tous les rapports que j'accorde à ma vie? Et ça, si vous voulez, ça va vous permettre de moins poser votre attention sur l'autre et de davantage poser votre attention sur vous. Plus vous allez démystifier vos sentiments, vos rapports à l'autre, et mieux vous vous porterez. Troisième chose, il est nécessaire de se poser des contraintes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque vous êtes en souffrance, vous n'avez pas envie. Vous n'êtes pas bien. Lorsqu'on n'est pas bien, on n'a pas forcément de plaisir, d'entrain, de motivation. On n'a pas, si vous voulez, un mindset ou un ordre mental qui nous permettent de générer de l'élan. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas sens. Et ça ne fait pas sens parce que on pose toute notre attention, on surinvestit l'attention à poser du sens sur une situation qui nous dépasse et qui nous génère du mal-être. Si je pense trop à quelqu'un, je ne pense pas assez à moi. C'est bête comme chou, c'est très facile à comprendre. Donc, plus vous allez poser votre attention sur ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, et moins vous poserez votre attention sur vous. C'est une affaire d'équilibre. On parle toujours de balance et d'équilibre. On ne peut pas, du jour au lendemain, oublier quelqu'un. On ne peut pas mettre son attention en permanence sur ce qui se passe dans l'intimité psychologique et émotionnelle d'une autre personne que soi. On peut se poser des questions, c'est naturel, c'est humain, mais on ne peut pas, si vous voulez, lorsque l'on est en souffrance, poser son attention en permanence sur l'autre, parce que c'est dysfonctionnel et que ça génère un déséquilibre, il y a un désinvestissement. Ce qui fait que moins vous serez à l'écoute de vos désirs, de vos besoins, moins vous serez apte à exprimer votre bien-être et, j'ai envie de vous dire, votre singularité. C'est-à-dire qu'on a tendance malheureusement à se dépersonnaliser. On touche parfois des limites qu'on ne soupçonnait pas en matière d'acceptation, de sacrifice, de dévotion et malheureusement souvent en matière de dignité également. Donc le but, c'est pas de vous perdre dans la compréhension de l'autre, ni de vous perdre dans votre souffrance. Le but, c'est de vous ressaisir. J'abordais dans mes vidéos la notion de parent rationnel émotionnel vis-à-vis de l'enfant émotionnel et rationnel. Lorsque vous aimez quelqu'un, essayez de l'aborder avec l'idée que l'amour de l'autre est une forme d'amour transitionnel à l'amour de soi. Ça signifie qu'on a tendance, et ça se vérifie, à aimer les autres comme on aimerait et donc comme on aurait besoin qu'ils nous aiment soi. On a tendance à construire nos projets de relation sur nos affects. Ça, c'est la polarité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, lorsque vous êtes, on va dire, dans une dominance émotionnelle, vous avez tendance à identifier votre amour et à vouloir construire un projet en accord avec vos sentiments. Les polarités plus égotiques, et là on part dans les versants plus masculins, je ne dis pas que toutes les polarités masculines sont égotiques, fort heureusement, on est un équilibre des deux, mais ce que je veux dire, c'est que dans les excès, vous aurez tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à déterminer un projet et à vérifier si la personne y correspond ou pas. Et vous aurez tendance du coup à sélectionner les émotions qui feront écho à vos projets. C'est pour ça que vous vous retrouvez souvent avec des personnalités qui sont dans le refoulement émotionnel, dans la dualité ou dans le morcellement éthique, et que vous avez des personnes qui vivent leurs émotions sur des registres secondaires, voire secrets. Parce que leurs émotions, parfois, en fonction de l'étayage et la précision de leur cadre de projet, ne colleront pas. Et vous, parfois, parce que vous êtes porteuse d'émotions vives, vous ne collerez pas au projet de la personne qui souhaiterait adhérer à une autre situation. Ça ne renvoie pas à l'idée que cette personne n'a pas besoin des émotions que vous lui apportez et qu'elle n'en a pas elle-même non plus. C'est pas le débat. C'est plutôt l'idée que vous aurez des personnes qui feront dominer leurs affects pour déterminer leur projet, indépendamment de la personne qu'elles auront en face d'eux ou d'elles, et vous aurez des personnalités où ça sera l'inverse, qui feront dominer leur projet
affectif, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux vivre comme relation et qu'est-ce que je souhaite faire avec une personne, au détriment des sentiments qu'il pourrait ressentir pour une autre personne qui ne collerait pas à ce projet sentimental. Et ça, si vous voulez, c'est très important de l'identifier dès le départ. Lorsque le mal est fait, que la relation est posée, que votre mythologie affective est constituée, il est souvent trop tard. Parce que vous avez construit un ensemble d'impressions, de perceptions, de représentations et de symboles autour de la personne qui constitue votre objet d'amour. Du coup, le but, c'est de déconstruire tout ce qui va maintenir votre intérêt amoureux. Encore une fois, le travail des émotions, c'est super important. C'est ce qui va vous permettre de vous restituer votre ordre de pensée, mais ça ne va pas régler le problème du rapport à l'autre. Encore une fois, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui fait qu'une personne domine l'ensemble de votre vie? Qu'est-ce qui fait que les sentiments que vous portez pour une personne dominent les sentiments que vous portez pour vous-même et dominent les sentiments que vous apportez aux autres sphères et autres natures qui caractérisent votre vie? Nature d'éléments qui caractérisent votre vie. On dit que l'amour, c'est tout. Pour autant, je le dis souvent, ceux qui m'ont en accompagnement le savent, on aime beaucoup de choses et de nature totalement différentes. On aime la vie, on aime ses enfants, on aime ses animaux, on aime des activités, on aime des personnes. La manière dont vous allez gérer et incarner vos sentiments ne répond pas de leur intensité, et ça c'est super important, mais répond de la construction mentale et de la perception mentale de vos émotions. Et ça fait toute la différence. La manière dont vous construisez vos logiques affectives vont vous faire vivre d'une certaine façon vos sentiments. Ça ne se joue pas forcément sur le plan de la conscience, ça se joue surtout sur le plan de la construction de la pensée, la construction cognitive du rapport à l'autre et du rapport à soi. Donc plus vous allez déconstruire, démystifier la valeur qu'une personne représente pour vous, la valeur que vous accordez à cette personne, toujours vous en priorité et la personne en second. Je pose d'abord mon attention sur moi et je pose mon attention sur l'autre en priorité. Plus vous allez poser votre attention sur l'autre, moins vous poserez votre attention sur vous. C'est très pragmatique dit comme ça, mais c'est très pertinent dans la manière dont vous allez vous sentir mieux. Ça le sera, ça deviendra pertinent quand vous commencerez à poser votre attention sur vous. Plus vous serez dans la considération de vous, c'est-à-dire vous comprendre vous, pourquoi cette personne représente ça, pourquoi je lui accorde autant d'intérêt, pourquoi l'amour d'une personne me fait me sentir si mal quand le scénario que je souhaite vivre avec ne se fait pas, pourquoi je n'arrive pas à prioriser mon bien-être et pourquoi je ne suis pas en mesure de me poser des contraintes utiles. Quand on aime quelqu'un et qu'on est dans une relation très toxique, notamment dans le cadre d'une personne qui n'est pas disponible émotionnellement, psychologiquement, on a tendance à se soumettre à des contraintes qui ne sont pas les nôtres. À la base, vous voulez une relation constructive, traditionnelle, sérieuse, à deux, exclusive, etc. Et pour autant, vous vous retrouvez avec des personnes qui ne vous écrivent pas, qui ne vous voient que très rarement, qui vous font quelque part adhérer à des conceptions qui sont très très loin de vos conceptions de base. Et pour autant, par amour pour l'autre, par amour tout court, vous concédez à vous imposer des contraintes qui ne font pas sens en vous, mais qui font sens pour la cause amoureuse, pour l'autre. Et quand vous prenez le temps de vous comprendre, vous commencez à considérer l'autre autrement. On a tendance à construire ces projets sentimentaux sur l'entrée en relation initiale. Ça, je le redis, c'est super important. Vous remarquerez que quand on vous fait parler de la personne qui vous fait souffrir, vous parlez du passé. Vous parlez de quand vous l'avez connu. Vous parlez de ce que vous vouliez à l'époque où vous l'avez connu. Et à l'époque où vous avez connu cette personne, vous étiez dans une phase, on l'appelle nous l'illusion, la lune de miel, mais vous étiez dans une phase d'impression. C'est une phase impressive. Vous n'avez pas encore de l'expérience de l'autre et de l'expérience de relation. Ce qui fait que vous avez en quelque sorte une base de données qui est limitée pour étayer un projet. Vous pouvez très bien vous mettre d'accord avec une personne lorsque vous la rencontrez, que vous voulez une relation sérieuse tous les deux, et derrière avoir de mauvaises surprises ou avoir des personnes qui changent d'avis aussi. Parfois, on a tout simplement des personnes qui changent d'avis. Et ça arrive.
Donc que la personne soit manipulatrice négativement, qu'elle vous ait menti ou qu'elle change tout simplement d'avis, ça c'est le loto de la vie. Dans tous les cas, vous êtes confronté à un décalé entre vos impressions du début et vos impressions lorsque vous êtes confronté dans l'expérience. Et plus vous accumulez d'expérience et plus vous avez une perception qui est complexifiée et qui évolue. Ce qui fait que si vous maintenez vos projets de relation avec une personne vis-à-vis de ce que vous aviez comme impression de base, en comparaison des impressions à la fin de finalité, plus vous allez générer des contradictions. Un projet, ça se réévalue au fur et à mesure. Vous rencontrez une personne, cette personne est formidable, ça décolle, ça marche fort au début. Après, la personne vous ment, vous vous rendez compte que la personne n'est plus à la hauteur, etc. Vous réévaluez et votre image de cette personne, et votre impression, et votre projet de relation. Il faut savoir que vous avez la liberté de ne pas avoir de projet de relation. Il y a des personnes qui vont adapter leur projet en fonction de ce qu'elles vivront et des personnes. Et puis, vous aurez d'autres personnalités qui, en fonction de ce qu'elles ressentent pour une personne, vont vouloir être en couple avec et avoir une relation constructive. Quand vous voulez une relation constructive, que vous évaluez votre situation, vous vous rendez très vite compte, très vite même, compte, à savoir si la personne est sérieuse ou pas, si la personne est apte ou pas. Parce qu'on a des personnes qui le veulent, on a des personnes qui n'y arrivent pas, on a des personnes qui ne peuvent pas. Il y a plein de raisons qui font qu'une relation ne fonctionne pas. Il n'y a pas forcément que les profils déviants. Il y a aussi une affaire de compatibilité. Et il y a aussi une affaire de période. Peu importe le contexte, et j'insiste, ce qui va être important pour vous, c'est de poser votre attention sur l'ensemble des éléments. Je ne vous dis pas qu'il faut passer votre temps à évaluer, mais en tout cas, je vous dis que si vous constatez des dysfonctionnements, réévaluez vos impressions de la personne en lien avec l'expérience présente, réévaluez vos impressions de la relation en lien avec ses expériences et ses évolutions, et surtout réévaluez votre projet en accord avec la personne. Si vous avez une personne qui souhaite changer de partenaire, si vous avez quelqu'un qui vous trompe tout le temps, si vous avez une personne qui est très indépendante, solitaire, introvertie, et que vous voulez quelqu'un qui vous parle toute la journée, réévaluez votre projet en accord avec la personne avec laquelle vous êtes. On est tous différents, on ne peut pas tous répondre aux besoins de chacun. Si vous reposez vos projets uniquement sur vous, vous avez plus de chances de générer des relations dysfonctionnelles. Pas parce que c'est votre faute, mais parce que vous ne tenez pas compte de votre partenaire pour adapter votre projet de relation et générer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des alternatives, des schématiques conditionnelles alternatives. Essayez de trouver des alternatives entre vos idéaux de conception, ce qui serait le mieux, ce que vous voulez au mieux, et ce que vous êtes en mesure de recevoir. Pour être heureux, il est important d'avoir des désirs satisfaisables. Si vous êtes en souffrance, il est important de satisfaire un minimum de désirs, même si l'ordre s'inverse. Imposez-vous des contraintes, des routines, des rituels et des cadres. Pourquoi? Parce que ça va générer de la sécurité et vous allez changer de point de vue, vous allez changer de point de référence. Lorsque l'on est mal, le point de référence, il est en soi vis-à-vis de l'autre, ou il est peut-être à l'extérieur, mais sur l'autre. Quand vous êtes obsédé par une personne, vous passez votre temps à chercher des infos. Vous cherchez à savoir ce que la personne pense, fait, etc. Vous vous nourrissez par vous-même de ce que la personne ne vous donne plus pour vous nourrir. Vous posez votre attention sur l'autre et vous essayez de comprendre. Ou alors vous êtes monopolisé sur votre tristesse, peu importe. Dans tous les cas, vous n'êtes pas focalisé sur votre bien-être. Je le dis tout le temps, le bien-être n'est pas une option. On ne peut pas toujours être parfaitement bien et c'est à nous, êtres humains dotés de conscience et de pensée, d'évaluer les situations et d'avoir le discernement en fonction de la nuance de la situation et de sa complexité, si c'est méritant, sage et utile de prendre le temps d'être en inconfort pour générer un bénéfice. C'est à vous de savoir si votre mal-être est quelque part tolérable, si votre mal-être est justifié et si le risque que vous prenez à quelque part souffrir mérite d'être vécu. Indépendamment du résultat futur, c'est à vous de savoir si vous êtes apte et si ça vaut le coup, quelque part, et si c'est indiqué de patienter ou d'attendre quelqu'un. Si vous avez une personne qui vous prouve par son comportement qu'elle n'est pas disposée à répondre à vos besoins, c'est de votre responsabilité individuelle et morale vis-à-vis de votre amour propre de prendre des décisions et de tenir compte de votre expérience de fait avec la personne, au profit et au salut de votre bien-être. L'amour-propre, c'est pas que l'orgueil. L'amour-propre, c'est l'amour propre à soi, l'amour pour soi.
Vous vous aimez, vous êtes un être à part entière, vous êtes doté de conscience, vous avez la conscience que vous existez, vous êtes digne d'amour par définition. Que vous pensiez ou pas à vous aimer, que vous ayez à l'esprit ou pas de vous aimer, l'amour induit l'amour de soi. Parce que l'amour, vous l'avez en vous et vous le donnez à quelqu'un. Donc l'amour, c'est quelque chose que vous portez. C'est une source, une ressource, etc. C'est un sentiment, tout ce que vous voulez. Mais vous le vivez en vous. Donc vous êtes digne de vous aimer. S'aimer, c'est pas forcément se retrouver beau dans le miroir. S'aimer, c'est aussi se respecter et répondre à ses besoins, s'écouter, développer son intuition, faire preuve de discernement quant à des décisions que l'on doit prendre pour soi et au profit de son bien-être. Quand vous aimez un enfant qui mange, je sais pas moi, un paquet plein de carambars, au bout d'un moment, par amour pour l'enfant, pour le protéger, pour sa sécurité, vous lui retirez le paquet de carambars. Même si l'enfant, dans l'instant, a envie de manger des carambars parce que c'est bon et sucré. Parce que l'enfant, dans ce moment-là, n'a pas votre discernement et il n'a pas votre rôle de protectorat. Parce que l'enfant, il est concentré sur son affect. Essayez de vous préfigurer les choses. Parce que, encore une fois, il y a des questions qu'on ne se pose pas, tant elles sont traitées de manière automatique par l'esprit et tant des thèmes sont mélangés à d'autres thèmes. Ça génère des amalgames et l'esprit, si vous voulez, pour fonctionner, votre cerveau plutôt pour fonctionner, a besoin de conceptualiser. Parce qu'il ne va pas perdre de temps à tout décortiquer. Le but, c'est qu'il soit performant. Donc, votre cerveau va avoir tendance à classer les informations, à les regrouper, à les faire lier par les émotions et par les mémoires impressives. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compartimenter les secteurs. Vous aurez des ancrages, des empreintes d'impressions, d'émotions en lien avec vos situations que vous allez vivre. Votre but à vous aujourd'hui, c'est de, de concourir ou d'entretenir votre survie. Votre survie physique, ça on n'a pas de problème aujourd'hui dans notre société, mais votre survie psychique aussi. Votre corps mental est un corps à part entière. Vous n'êtes pas fait que de chair et d'os, vous avez une conscience, vous avez un esprit. Votre conscience, votre cerveau, votre esprit, appelez-le comme vous voulez, appelez-les comme vous voulez selon vos croyances, ce sont des entités à part entière. Vous ne pouvez pas tolérer, même si vous êtes tolérant envers vous-même ou envers les autres, de souffrir au profit d'une personne. Ce n'est pas possible. Souffrez de la perte de quelqu'un temporairement et générez un état d'esprit pour accueillir ce deuil. Parce qu'il est humain de ressentir de la peine, de la colère, de la révolte à la perte, au constat de perte d'une personne que l'on aime. Pour autant, vivre dans la souffrance et dans le mal-être ne devrait pas être une situation considérée comme banale pour votre esprit en subconscient, en inconscience et en conscience tout court. Donc, vraiment, essayez de reposer votre attention sur vous. Posez-vous des contraintes utiles. Faites ce que vous n'avez pas envie de faire quand vous êtes déprimé. Essayez de poser votre attention sur vous et quelque part de soustraire dans vos constructions mentales l'autre à votre pensée. Je ne vous dis pas que c'est naturel. Quand on aime quelqu'un, on y pense. Quand on souffre pour quelqu'un, on pense à cette personne. Ce que je vous dis, c'est essayer de faire l'effort, de vous imposer l'effort, au moins 5 minutes par jour, de penser à travers vous et pas à travers l'autre. Un exemple concret. Quand vous pensez trop à une personne, vous demandez cette personne ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie? Elle en est où avec son ex-femme? Il en est où avec, je sais pas moi, sa mère, son énergie tierce? Pareil pour les hommes, peu importe le sexe, hein, on s'en fiche. Quand vous faites ça, dites-vous plutôt pourquoi je me pose la question, pourquoi je me demande ça. Alors que cette personne ne souhaite pas prendre sa place dans ma vie, je ne devrais même pas essayer de regarder ce qui se passe dans sa sphère privée. C'est son problème, ça la concerne, ça ne change rien à mon état d'être immédiat. Essayez de vous demander qu'est-ce que ça vous apporte dans l'instant de poser votre attention sur l'intimité de quelqu'un. Posez-vous la question du sens. Quel sens ça a de se demander ce qu'une personne qui ne veut pas de vous fait avec son cul, je suis vulgaire, hein, avec le reste, avec je sais pas moi, son frère, sa sœur, qu'est-ce que ça vous apporte dans le présent? Ça nourrit votre besoin de curiosité, ça nourrit votre besoin d'être lié à l'autre. Mais posez-vous la question du sens. Pourquoi voulez-vous être lié à une personne qui ne veut pas être liée à vous? Je sais que c'est difficile ce que je vous dis, hein, mais la vie est dure. Et parfois l'amour c'est dur, ça fait mal. Donc c'est important de se poser des contraintes qui, quelque part, vont guérir le mal par le mal. Quand vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie, mettez votre réveil. Mettez 1, 2, 3, 4, 5 réveils. Posez-vous des routines, des cadres et des contraintes. Ça va restructurer
votre rapport aux journées, ça va vous redonner des repères et ça va vous permettre de régénérer de l'élan. Et c'est ce qui va par la suite vous permettre de réfléchir autrement. Pour casser une dépendance, on casse les repères de routine associées, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc si vous voulez sortir d'une addiction à l'autre, vous devez commencer à développer une addiction à vous, à votre bien-être à vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra voilà, d'y voir un peu plus clair pour ceux qui en ont besoin, encore une fois. Envoyez-vous de l'amour, vraiment envoyez-vous de l'amour. Aimez-vous, vous êtes la priorité de vous-même, toujours. Voilà, ben, je vous embrasse fort. Je ferai un live, alors pas pour faire de la voyance, c'est pas pour répondre à des questions de voyance, mais c'est pour qu'on soit tous ensemble et qu'on partage sur nos expériences. Donc si vous êtes face à des situations douloureuses, compliquées, si vous ne pouvez pas en parler à vos amis, à vos proches, si vos amis en ont marre de vous entendre pleurer, de vous entendre ressasser, ben moi je serai là. Voilà. Et je serai certainement avec une amie qui est sophrologue et qui est médium aussi. Donc on sera là. Parce qu'on est solidaires, parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des hommes, parce qu'on est des humains. On est des hommes avec un grand H. Et que voilà, si vous vivez des situations compliquées, on peut échanger, ça peut faire du bien d'être écouté, ça peut faire du bien d'en parler à des gens qui vivent des situations similaires aussi. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Si vous souffrez par amour, vous n'êtes pas seul. Voilà, on est là. Partez du postulat que pour vivre, pour naître à la vie, on passe par la souffrance. À chaque fois que vous souffrez par amour pour quelqu'un, c'est comme si vous renaissiez à votre vie. Essayez d'avoir cet état d'esprit-là. Parce que la souffrance, c'est un état naturel qui ne doit pas durer, mais qui va vous permettre à chaque fois de renaître de vous-même. Tel un phénix. Merci.